Millionnaire PDG voit deux enfants vendre leurs jouets pour aider leur grand-mère. Il change tout pour toujours. À Paris, les tours vitrées de la Défense projetaient leurs ombres sur les avenues en contrebas, dessinant un échiquier de lumière et de béton où se jouaient chaque jour les stratégies d'un monde dirigé par les chiffres. Julien Moreau, 49 ans, marchait entre ces tours comme un roi sans royaume. Reconnu dans tout le continent pour avoir bâti l'un des plus puissants empires technologiques d'Europe. PDG de Moreau Technologies, il pilotait des décisions qui affectaient des milliers de salariés et des millions d'utilisateurs, mais dont les retombées ne trouvaient aucun écho dans sa vie privée. Célibataire, sans enfants, sans famille proche, Julien vivait dans un appartement luxueux au dernier étage d'un immeuble haussmannien du 8e arrondissement. Un lieu impeccable où tout avait sa place, sauf le désordre de l'affection. Chaque matin, son réveil sonnait à 6 heures précises. Il avalait un café noir, lisait les résumés des marchés asiatiques, puis partait en voiture avec chauffeur vers son bureau. Ses journées se succédaient sans variation. Réunions avec les actionnaires, conférences stratégiques, décisions de fusion, revues de produits, négociations de contrats. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation, encore moins pour les émotions. Il avait appris au fil des années à ne plus rien ressentir de personnel dans les signatures de documents qui valaient parfois des dizaines de millions d'euros. Même lorsqu'un concurrent fermait boutique ou qu'un département entier devait être restructuré, son visage restait impassible, son ton mesuré. Mais ce samedi matin, il s'éveilla avec une sensation étrange, une lassitude particulière, comme un soupçon de vide plus dense que d'habitude. Il n'y avait pas de réunion prévue, pas de vol pour une conférence, pas de réception mondaine à laquelle il devait absolument apparaître. Pour la première fois depuis longtemps, un jour s'ouvrait devant lui sans obligation. Il s'habilla sans précipitation, choisissant une chemise sobre et un manteau de laine, puis décida de sortir marcher. Il ne dit rien à son chauffeur, refusa poliment la proposition de son assistant personnel d'organiser un brunch avec des contacts influents et descendit simplement à pied comme un homme ordinaire. Ses pas le menèrent, sans qu'il l'ait prémédité, vers Montreuil, une banlieue populaire à l'est de Paris. Un quartier en mutation, encore empreint de ses racines ouvrières, mais traversé désormais par des artistes, des familles immigrées, des start-up et quelques souvenirs d'enfance. Julien n'y avait pas mis les pieds depuis plus de 30 ans, mais il se rappelait encore les ruelles pavées, les petits squares cachés entre les immeubles, et surtout cette sensation de vie plus brute, plus directe, plus sincère. En longeant une vieille impasse, il reconnut une façade, l'ancienne boulangerie où son père l'amenait chaque dimanche matin. Elle avait disparu, remplacée par une galerie d'art minimaliste. Plus loin, le petit parc où il avait appris à faire du vélo était toujours là, bien que les balançoires aient été modernisés. Il s'arrêta un moment devant les grilles, observant les enfants jouer, les parents discuter sur les bancs, les chiens courir après les pigeons. Un tableau vivant sans aucun rapport avec les vidéos de synthèse qu'il recevait pour illustrer les tendances démographiques de la société française. Julien se sentit étrangement déplacé dans ce décor. Non pas malvenu, mais comme un visiteur d'un autre temps, revenu par curiosité dans un lieu qu'il n'habitait plus vraiment. Il s'assit sur un banc, laissant son regard se perdre dans le va-et-vient des passants. Autour de lui, personne ne le reconnaissait. Ici, il n'était pas Julien Moreau, le PDG influent dont la photo ornait les couvertures de revues économiques. Il était juste un homme en manteau gris, assis sur un banc, pensif. Alors que la matinée avançait, il se leva et continua à marcher. Rue après rue, il retrouvait des traces du passé. Une école primaire, un ancien cinéma transformé en centre communautaire, une librairie encore debout malgré les années. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette balade, mais elle avait pour lui le goût rare de l'authenticité. Chaque coin de rue réveillait un souvenir enfoui. Chaque bruit, chaque odeur semblait lui parler d'un temps révolu, mais jamais complètement oublié. Peu avant midi, il déboucha sur une petite place. Au centre, un marché improvisé s'était installé, fait de tables pliantes, de nappes colorées et de cartons griffonnés. Des particuliers vendèrent des vêtements usés, des livres de poche, de la vaisselle dépareillée. Julien ralentit le pas. Ce n'était pas un vide-grenier officiel, mais plutôt un marché de débrouille, de ceux qu'on organise en silence quand les fins de mois deviennent difficiles. Il s'arrêta devant un étal de vieux jouets. Une poupée sans bras, un camion en plastique rayé, un puzzle incomplet.
Derrière la table, 2 enfants. La fille devait avoir une dizaine d'années, le garçon à peine plus de 6. Ils étaient propres, mais leurs vêtements montraient des signes d'usure. La fille tenait un panneau écrit à la main « Aidons notre mamie ». Julien resta figé un instant. Ce n'était pas une simple vente d'objets. Il y avait là une histoire, un besoin, une urgence déguisée en jeu. Quelque chose en lui se serra, un réflexe qu'il croyait éteint. Il s'approcha lentement, incapable de détourner les yeux du petit stand. À cet instant, quelque chose changea. Il ne le sut pas encore, ne le comprit pas tout de suite, mais ce moment marqua le début d'une transformation dont il n'avait ni conscience ni contrôle. Ce samedi, qu'il avait voulu simple et sans attache, allait bouleverser sa trajectoire plus que n'importe quelle fusion d'entreprise ou levée de fonds. Et tout commença avec 2 enfants vendant leurs jouets, au nom d'une grand-mère invisible. Julien s'arrêta à 1 mètre de la table, regardant les jouets, les enfants, le panneau. Il n'avait pas encore prononcé un mot, mais déjà, son cœur, lui, avait dit oui. Julien resta un instant immobile, les mains dans les poches, observant le petit étal avec une attention silencieuse. La fille, droite et concentrée, jetait de temps à autre un regard protecteur vers le garçon qui, plus insouciant, jouait à faire rouler une petite voiture contre le rebord de la table. La scène, pourtant simple, possédait une intensité que Julien n'arrivait pas à expliquer. Il y avait dans les yeux de la fille quelque chose de déterminé, presque grave, qui contrastait avec son jeune âge. Le panneau manuscrit qu'elle avait posé devant elle, « Aidons notre mamie », disait tout sans le moindre artifice. Ce n'était ni un appel à la pitié, ni une ruse d'enfant. C'était une déclaration. Il s'approcha lentement, s'accroupit légèrement pour mieux voir ce qu'il vendait. Une boîte de Lego sans couvercle, quelques peluches usées, un vieux jeu de société. Il vit aussi un ours en peluche dont une oreille était recousue maladroitement avec du fil rouge. L'objet semblait précieux malgré son apparence défraîchie. Julien le prit délicatement entre ses doigts, presque comme s'il manipulait une relique. L'enfant leva les yeux vers lui, visiblement surpris que quelqu'un s'intéresse à ce vieux compagnon de sommeil. « Bonjour », dit Julien d'une voix douce. « C'est toi qui vends tout ça ?»« Oui », répondit la fille en hochant la tête. « Moi et mon petit frère. » Julien lui sourit doucement, cherchant ses mots. « Vous avez eu une idée très courageuse. Comment vous appelez-vous » ? « Élise, et lui c'est Théo. » Elle ne semblait ni effrayée ni intimidée, seulement un peu méfiante. Julien sentit tout de suite qu'il ne pourrait pas se contenter de gestes vides ou de promesses vagues. Ce genre d'enfants ne faisait pas semblant. Ils avaient appris trop tôt que les apparences ne nourrissent pas, ne réconfortent pas, ne guérissent pas. « Et votre mamie, elle va bien ?» demanda-t-il. La question fit vaciller un instant le regard d'Élise. Elle se redressa un peu, comme pour affirmer un contrôle qu'elle ne voulait pas perdre. Elle est malade. Pas tout le temps, mais souvent. Elle doit prendre des médicaments chers. Et parfois, elle ne peut pas se lever. Alors on essaie de l'aider. Julien sentit une bouffée de chaleur monter en lui, un mélange de honte et d'admiration. Lui, qui avait tant d'argent qu'il ne savait parfois plus où l'investir, se trouvait devant 2 enfants qui vendèrent leurs souvenirs pour quelques euros, simplement pour aider leur grand-mère. Il regarda à nouveau les objets sur la table, comme s'ils venaient de prendre une dimension sacrée. Ce n'étaient pas de simples jouets, c'étaient des fragments d'enfance sacrifiés avec un courage que peu d'adultes connaissaient. « Tu sais, » dit-il après un silence, « je n'ai pas vraiment besoin de jouets, mais je pourrais vous en acheter quelques-uns, juste pour vous aider un peu. » À sa grande surprise, Élise secoua la tête. « On ne veut pas de l'aumône. On ne mendie pas. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez acheter, comme tout le monde. Mais on ne donne rien. » Sa voix n'était ni agressive ni insolente. Elle était ferme, posée et portait une dignité impressionnante. Julien fut désarçonné, mais en même temps profondément touché. Ce n'était pas l'orgueil maladroit d'un adulte, mais la fierté droite d'une enfant qui avait compris la valeur de l'effort. « D'accord », dit-il simplement. « Alors je vais acheter cet ours. » Il sortit un billet, mais la fille lui fit signe de la main. « C'est 3 euros. » Pas plus. Il n'a plus beaucoup de valeur, mais il est propre. Julien, qui avait sorti un billet de 20, hésita. Il comprit qu'il n'était pas ici pour sauver qui que ce soit. Il était là pour écouter, pour respecter, pour apprendre. Il replongea la main dans sa poche, sortit 3 pièces, les posa sur la table, puis prit l'ours et le regarda longuement. « Il a un nom ?» demanda-t-il. Théo leva les yeux de sa voiture. « Il s'appelle Nouki. » Julien sourit. « Alors je vais prendre soin de Nouki.
Il resta encore quelques minutes, discutant doucement avec les enfants. Ils lui expliquèrent que leur mamie, Geneviève, avait été institutrice, qu'elle vivait avec eux depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture, 3 ans plus tôt. Depuis, elle faisait de son mieux, mais les choses devenaient de plus en plus difficiles. Julien ne posa pas de questions trop précises. Il savait que ce n'était ni le lieu ni le moment. Mais chaque mot, chaque phrase d'Élise ou de Théo résonnait en lui avec une clarté nouvelle. C'était comme s'il redécouvrait la réalité à travers leurs yeux. Avant de partir, il leur souhaita bon courage, leur dit qu'il espérait revoir Nouki un jour heureux dans sa nouvelle maison. Élise lui sourit pour la première fois, un sourire timide, un peu triste mais sincère. Julien se retourna, l'ours sous le bras, et s'éloigna de la place, le cœur troublé. Il n'y avait eu ni drame, ni éclat de voix, ni grandes émotions visibles. Et pourtant, il avait l'impression d'avoir été témoin de quelque chose d'essentiel. Une leçon silencieuse mais puissante. De retour chez lui, il posa Nouki sur une étagère vide de son salon, face à la fenêtre. L'ours semblait minuscule dans cet univers de verre et de bois poli, mais sa présence bouleversait l'équilibre froid de la pièce. Julien s'assit dans son fauteuil, regardant l'ours sans bouger. Une pensée le frappa soudain. Quand avait-il pleuré pour la dernière fois? Il n'en avait aucun souvenir, mais ce jour-là, il sentit ses yeux s'embuer, non pas de tristesse, mais d'une émotion qu'il ne savait pas encore nommer. Ce n'était que le début, mais déjà, quelque chose en lui s'était déplacé. Les jours suivants, Julien continua ses activités habituelles, comme s'il ne s'était rien passé de particulier. Les couloirs vitrés de Moreau Technologies résonnaient des mêmes échos feutrés de pas pressés, des mêmes voix maîtrisées, évoquant croissance, innovation, compétitivité. Julien participait à toutes les réunions, donnait son avis avec la précision habituelle, recevait les rapports, validait les projets. En apparence, rien n'avait changé, mais dans l'ombre de son esprit, l'image des 2 enfants et de leur table de fortune ne cessait de revenir. L'ours en peluche, posé sur l'étagère, devenait un rappel silencieux, un point fixe dans son appartement immaculé. Une semaine s'était écoulée depuis cette rencontre lorsqu'il décida de retourner à Montreuil. Il n'avait aucun plan, aucune intention déclarée. Il voulait simplement savoir, comprendre un peu mieux. Ce qu'il avait vu n'était qu'un fragment, et il sentait que derrière cette scène se cachait une histoire plus vaste, plus dense, plus humaine que tout ce à quoi il était habitué. Il arriva en fin d'après-midi, lorsque les rues commençaient à se vider et que les volets se refermaient lentement sur les fenêtres des petits immeubles. La place était vide, la table n'y était plus, les enfants non plus. Il demanda à une fleuriste qui remballait ses bacs si elle les connaissait. Elle hocha la tête, répondit brièvement « Les petits Duret ? Oui, ils sont souvent là le week-end. Ils vivent un peu plus loin, rue des Tilleuls. » Julien la remercia, nota l'adresse et s'y rendit à pied. La maison était modeste, légèrement en retrait, avec une clôture basse et un petit jardin en friche. Rien d'extrême, mais tout témoignait d'un entretien difficile, de ressources limitées. Il ne sonna pas. Il observa simplement, depuis l'autre côté de la rue, sans se faire voir. Il remarqua une silhouette assise derrière une fenêtre entr'ouverte, un livre posé sur les genoux, des lunettes glissant sur le bout du nez. C'était probablement la grand-mère. Elle semblait calme mais fatiguée, le visage creusé, les cheveux ramenés en chignon, le regard tourné vers l'extérieur, comme si elle guettait quelque chose qui ne venait jamais. Julien rentra chez lui avec ce nouveau tableau en tête. Il décida d'en apprendre plus. Le lendemain, il demanda à son assistant de lui trouver des informations sur une certaine Geneviève Duret, ancienne institutrice à Montreuil. L'assistant, intrigué, obéit sans poser de questions. Les résultats ne tardèrent pas à arriver. Geneviève Duret avait enseigné le français pendant plus de 30 ans, dans plusieurs écoles publiques de Seine-Saint-Denis. Très respectée par ses collègues, elle était connue pour sa rigueur, sa bienveillance, son dévouement envers les élèves. À la retraite depuis 7 ans, elle touchait une pension modeste, trop modeste pour couvrir les frais médicaux qu'impliquait son état de santé actuel. Julien découvrit également, dans les archives locales, la tragédie familiale, un accident de voiture survenu 4 ans plus tôt, dans lequel les 2 parents des enfants avaient perdu la vie. Les enfants, alors âgés de 6 et 2 ans, avaient été confiés à la garde de leur grand-mère maternelle. Aucun autre membre de la famille ne semblait avoir pris le relais. Depuis, Geneviève les élevait seule, dans cette maison trop grande, trop vieille, trop pleine de souvenirs
et trop vide de moyens. Il apprit qu'elle avait refusé plusieurs aides proposées par la mairie, ne demandant que ce qui était strictement nécessaire. Elle ne voulait pas d'association dans sa vie, pas d'assistante sociale, pas de caméra. Elle tenait à offrir aux enfants une vie aussi normale que possible, loin des étiquettes, loin de la pitié. Julien comprit alors que la dignité d'Élise n'était pas un hasard. Elle venait de quelque part. Elle avait été transmise, cultivée, incarnée. Plus il en apprenait, plus il se sentait troublé. Il n'y avait là ni héroïsme spectaculaire, ni drame criant. Juste une vie difficile, menée avec courage, et deux enfants qui, dans leur simplicité, avaient décidé d'agir au lieu d'attendre. Julien repensa à son enfance, à son propre père, enseignant également, disparu trop tôt. Il se souvenait de sa mère, absente mais élégante, qui avait préféré refaire sa vie ailleurs. Il n'avait jamais connu ce type d'attachement discret, quotidien, solide comme une racine. Tout son monde avait toujours été fait d'ambition, de dépassement, de réussite. Ce qu'il avait vu chez les Duret, c'était l'opposé exact de ce qu'il avait toujours valorisé. Et pourtant, cela le fascinait, le remuait, l'interrogeait. Il décida de retourner à Montreuil, cette fois pour parler. Il y retourna un dimanche matin, espérant retrouver les enfants. La petite table était de nouveau installée, mais avec moins d'objets. Élise le reconnut aussitôt. Théo courut vers lui en souriant, visiblement heureux de revoir un visage connu. Julien s'accroupit à leur hauteur, salua, puis demanda poliment s'il pouvait parler un peu avec leur mamie. Élise hésita, mais finit par acquiescer. Elle rentra dans la maison, puis revint quelques minutes plus tard pour lui dire que sa grand-mère acceptait. Il entra dans la maison pour la première fois. Le salon était modeste mais propre. Les meubles étaient anciens, les murs légèrement défraîchis, mais une atmosphère chaleureuse s'en dégageait. Geneviève Duret était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle se leva lentement pour le saluer, lui tendant la main avec une politesse distante. « Monsieur Moreau, je crois ? Mes petits-enfants m'ont parlé de vous. » Julien s'assit en face d'elle, posa son manteau sur ses genoux, puis expliqua qu'il avait été touché par ce qu'il avait vu, qu'il n'était pas là pour juger ni pour imposer quoi que ce soit. Il voulait simplement comprendre et, si possible, aider. Geneviève l'écouta avec attention sans l'interrompre, puis répondit d'une voix calme mais ferme. « Ce que vous avez vu, c'est notre réalité. Nous ne sommes pas misérables. Nous avons peu, mais nous avons encore notre fierté. Je vous remercie pour votre sollicitude, mais nous ne cherchons pas de mécènes. » Julien hocha la tête. Il comprenait. Ce qu'il ressentait n'était pas un élan de charité, mais une réponse humaine, simple, face à une injustice silencieuse. Il ne savait pas encore comment il pouvait vraiment aider, mais il savait déjà qu'il ne pouvait plus rester spectateur. Ce jour-là, il repartit avec le sentiment qu'une porte avait été entr'ouverte, juste assez pour laisser passer une idée. Le lundi suivant, Julien se réveilla plus tôt que d'habitude. Son esprit, pourtant entraîné à la rigueur d'un agenda réglé au quart d'heure, était habité par une idée qui ne se dissolvait pas avec le café noir du matin. Durant toute la nuit, il avait repensé à la visite chez Geneviève Duret, au regard clair de cette femme diminuée physiquement mais intacte dans sa dignité, à la manière dont elle lui avait parlé, ni avec froideur ni avec gratitude, mais avec la sobriété d'une personne qui connaît la valeur exacte de ce qu'elle donne et de ce qu'elle refuse. Plus encore, il repensait au geste d'Élise, le jour du marché, quand elle avait refusé qu'il paie plus que le prix demandé pour un ours en peluche abîmé. Ces gestes, ces mots, cette attitude, ils s'étaient gravés dans une partie de lui qu'il croyait depuis longtemps endormie. Julien avait l'habitude de résoudre les problèmes avec efficacité. Lorsqu'un département dysfonctionnait, il injectait les ressources nécessaires, remaniait les équipes, réorientait les stratégies. Il possédait cette capacité à trancher, à ajuster, à investir. Alors, naturellement, il pensa à faire ce qu'il savait faire, aider avec des moyens concrets. Il consulta ses conseillers juridiques, demanda s'il était possible d'ouvrir un fonds à titre personnel, discret, pour couvrir les frais médicaux d'une tierce personne. Il ne voulait pas exposer la famille, ni l'associer à son image publique. Tout devait être fait dans la plus grande discrétion, par respect et par pudeur. En moins de 48 heures, un compte était prêt. Julien y versa une somme confortable, suffisamment importante pour couvrir des traitements médicaux, un soutien éducatif aux enfants et des travaux légers dans la maison de Montreuil.
Il demanda à un collaborateur de confiance d'organiser une livraison discrète d'une lettre et d'un chèque à la résidence des Duret, sans y apposer de signature ostentatoire. Il espérait que le geste, aussi anonyme que possible, parlerait de lui-même. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. 3 jours plus tard, l'enveloppe fut renvoyée à son bureau intacte. Aucun mot, aucun message d'accompagnement. Seulement l'enveloppe, soigneusement fermée, contenant le chèque. Julien resta quelques instants immobile à la contempler avant de la poser sur son bureau. Il comprit immédiatement. Ce n'était pas de la provocation ni de l'ingratitude. C'était une réponse cohérente avec tout ce qu'il avait vu et entendu. Geneviève Duret n'acceptait pas l'aide qui ne reposait pas sur un échange clair, un équilibre humain. Elle n'acceptait pas l'argent, même bien intentionné, s'il ne s'accompagnait pas de respect mutuel. Julien aurait pu insister, contourner le refus, utiliser des intermédiaires ou des structures caritatives pour faire parvenir son soutien d'une manière détournée. Mais il savait que ce serait trahir l'esprit de cette famille. Alors il s'arrêta. Pas par résignation, mais parce qu'il avait compris que le problème ne se résolvait pas avec un chèque. Ce qui était en jeu dépassait la logique financière. Il ne s'agissait pas simplement de combler un manque, mais d'honorer une façon d'exister, de résister, de transmettre. Et cela, Julien le respectait trop pour vouloir le réduire à une transaction. Malgré le refus, il retourna un samedi à Montreuil, presque comme un rituel. Les enfants étaient là, encore une fois, avec un carton plus petit, moins de jouets. Théo le salua en courant et Élise le salua d'un signe de tête. Julien acheta un petit livre de contes, jauni par le temps. Ils échangèrent quelques mots simples. Rien de profond, rien de spectaculaire. Mais dans ces échanges anodins, Julien ressentait une forme de vérité rare, une proximité qu'aucun contrat ne pouvait garantir. Ce jour-là, en rentrant chez lui, Julien prit une décision différente. Il cessa de penser en termes de solutions à imposer. Il décida de comprendre davantage, d'écouter encore, de chercher un chemin qui ne soit ni charité ni effacement, mais alliance. Et ce chemin ne pouvait naître que d'une observation sincère, patiente. Il retourna aux archives locales, lut des rapports sur les conditions des retraités en France, visita anonymement d'autres écoles dans des quartiers modestes, s'entretint avec des enseignants à la retraite, chercha à comprendre ce que c'était que d'être une grand-mère seule avec 2 enfants dans un monde numérique, rapide, souvent indifférent. Plus il creusait, plus il constatait l'ampleur du fossé entre 2 France, celle des élites, connectées, compétitives, cosmopolites, et celle des silences, des efforts quotidiens, des luttes discrètes. Et il voyait que les Duret incarnaient cette 2e France, non pas dans la plainte ou la défaite, mais dans une forme de noblesse discrète, une noblesse qui refusait les projecteurs, qui voulait seulement vivre debout, sans dépendance. Julien se demanda alors ce qu'il pouvait faire, non pour cette famille seulement, mais pour toutes celles qui vivaient une réalité similaire. Il réfléchit à une manière de transformer l'émotion en action, le choc personnel en projet collectif. Il relut des passages de livres qu'il n'avait pas ouverts depuis des années, relut même quelques anciens devoirs qu'il avait conservés de son père, autrefois professeur. Il se souvint de ce qu'il avait ressenti enfant en entendant son père expliquer le sens d'un poème ou la logique d'un raisonnement mathématique. Il se rappela à quel point ce regard-là avait façonné son ambition. L'idée germa lentement. Et si le vrai héritage n'était pas l'argent? Et si la solution n'était pas de donner mais de construire un pont entre générations, entre ceux qui savent et ceux qui apprennent? Et si Geneviève Duret n'était pas une femme à aider, mais une ressource précieuse à valoriser, une mémoire à transmettre, une voix à écouter? Cette pensée, encore floue, prenait racine. Julien comprit que s'il voulait véritablement faire quelque chose, il devrait changer de perspective. Cesser d'être un acteur qui donne et devenir un homme qui crée des liens. Ce n'était pas une tâche simple, et ce n'était pas dans sa nature première. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait envie d'essayer. Julien cessa peu à peu de réfléchir en termes de réaction immédiate. Ce qu'il avait entrevu dans la maison des Duret et ce qu'il ressentait depuis cette première rencontre avec Élise et Théo formaient un nœud intérieur qu'il ne pouvait pas simplement délier avec un acte unique. Il comprit que la seule manière d'avancer était de s'engager dans un processus lent, discret, profond. Alors il se plongea dans une recherche qui, à bien des égards, n'avait rien à voir avec ses habitudes professionnelles. Ce n'était ni une étude de marché, ni une analyse stratégique,
mais une quête plus intime, presque personnelle. Il commença par réunir des documents, des rapports publics, des témoignages. Il utilisa les outils auxquels il avait accès grâce à son influence, mais les détourna de leur fonction habituelle. Il voulait comprendre le système éducatif français dans ses zones les plus vulnérables, les failles du soutien social aux personnes âgées, les difficultés concrètes d'un grand-parent devenu tuteur légal. Il voulait des chiffres, mais aussi des visages derrière les chiffres. Et surtout, il cherchait des modèles d'action qui ne reposaient pas sur la pitié, mais sur la valorisation des savoirs, sur la reconstruction du lien entre les générations. Ses contacts dans l'administration, dans le monde associatif, dans les sphères politiques, furent surpris de ces questions. Julien Moreau, l'homme d'affaires réputé pour ses investissements dans l'intelligence artificielle, s'intéressait soudain aux écoles primaires de banlieue, aux enseignants retraités, aux dispositifs de tutorat. Mais il ne donna aucune explication, se contentant d'écouter, de prendre note, de creuser encore. Il visita en personne plusieurs établissements scolaires dans des quartiers modestes, souvent incognito, refusant qu'on organise une visite officielle ou qu'on mobilise la presse locale. Il observait les cours de récréation, les classes surchargées, les enseignants épuisés mais passionnés. Il s'assit au fond des salles, assista à des leçons de grammaire, de lecture, de calcul. Il resta silencieux, prenant la mesure de l'écart entre les besoins réels des élèves et les moyens disponibles. Il vit aussi dans certains regards la même étincelle qu'il avait perçue chez Élise, celle d'un courage tranquille, d'un potentiel en attente. Dans le même temps, il fit appel à une petite équipe de chercheurs indépendants pour dresser un portrait plus précis de la situation des personnes âgées isolées et plus particulièrement de celles qui, comme Geneviève, avaient la charge d'enfants. Les chiffres étaient alarmants. De plus en plus de grands-parents se retrouvaient à élever leurs petits-enfants, souvent après un drame familial, sans que les structures d'accompagnement ne soient adaptées à leur réalité. Fatigue, précarité, solitude, les témoignages s'accumulaient, tous porteurs de la même douleur silencieuse. Julien découvrit que Geneviève Duret avait, par le passé, mené des ateliers de lecture pour des enfants en difficulté dans une bibliothèque de quartier. Il retrouva des lettres de remerciement, des messages d'anciens élèves, des traces de son engagement discret mais constant. Elle avait donné bien plus que des cours. Elle avait transmis un amour des mots, une curiosité du monde, une force d'expression à ceux qui en manquaient. Elle n'était pas seulement une femme digne, elle était une éducatrice au sens le plus noble du terme. Cette découverte le bouleversa. Il se rendit alors à la bibliothèque en question et discuta avec l'une des responsables, une femme d'âge mûr qui se souvenait parfaitement de Geneviève. Elle raconta comment, même après sa retraite, Geneviève venait chaque semaine animer des séances de lecture, bénévolement. Elle apportait ses propres livres, créait des fiches, encourageait les enfants à inventer leurs propres histoires. Elle n'attendait rien en retour, si ce n'est le plaisir de voir un regard s'illuminer à la fin d'un chapitre. Julien écouta en silence, notant chaque mot, chaque souvenir. Il voyait se dessiner le portrait d'une femme qui, dans l'ombre, avait été pour beaucoup un phare discret. Cette accumulation de données, de récits, de constats concrets, nourrissait en lui une volonté nouvelle. Il ne voulait plus seulement aider une famille. Il voulait créer un modèle, un dispositif capable de réconcilier deux générations souvent laissées de côté. Les enfants en situation de précarité et les personnes âgées trop vite mises à la marge. Il voyait en Geneviève Duret une incarnation parfaite de ce lien à réinventer. Il retourna un soir chez lui, épuisé mais traversé d'une clarté nouvelle. Il s'installa dans son bureau, éteignit son téléphone et se mit à écrire. Il rédigea des pages entières, à la main, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il nota ses idées, ses observations, les noms des personnes rencontrées, les chiffres clés, les témoignages marquants. Mais plus que cela, il décrivit une vision, un espace éducatif où les enfants pourraient bénéficier non seulement d'un apprentissage académique, mais aussi d'un accompagnement humain, d'un récit transmis, d'une mémoire vivante. Et en face, des aînés prêts à offrir leur expérience, non comme des experts, mais comme des guides bienveillants. Il pensa alors à son propre père, disparu bien trop tôt. Il se souvint de sa voix, des livres qu'il lisait à voix haute, de cette manière unique qu'il avait de faire résonner les mots dans la maison. Et pour la première fois depuis des décennies, Julien sentit une émotion monter, non pas liée à la perte,
mais à la possibilité de faire revivre quelque chose de lui dans une œuvre utile. Cette œuvre, il décida de la nommer d'après lui. Pas pour honorer le PDG, mais pour honorer l'homme qu'il avait été, ce professeur de lettres qui croyait que chaque enfant mérite qu'on le regarde dans les yeux et qu'on lui dise « Tu as quelque chose d'unique à offrir ». Julien n'en parla à personne. Pas encore. Il n'était pas question de communiquer, de médiatiser, de lancer une campagne. Il voulait bâtir d'abord, tester, prouver que c'était possible. Et pour cela, il savait exactement par où commencer. Par la famille Duret, non comme bénéficiaire, mais comme premier partenaire. Geneviève comme mentor, Élise et Théo comme symbole d'un avenir enraciné dans la mémoire. Le projet commençait à prendre forme dans son esprit, encore fragile, encore incertain, mais plus vivant que tout ce qu'il avait entrepris depuis des années. Une fois l'idée mûrie, Julien ne perdit pas de temps à rêver ce qu'il savait nécessaire de concrétiser. L'élan qu'il avait ressenti, cette certitude calme née dans la solitude de son bureau, s'était transformé en résolution. Mais il n'était pas naïf. Son expérience lui avait appris que toute initiative, même animée des meilleures intentions, se heurte aux résistances les plus humaines, les plus imprévues. Il se prépara donc à avancer prudemment, en respectant les équilibres déjà en place, en particulier celui fragile de la famille Duret. Il demanda un rendez-vous à Geneviève, cette fois sans passer par les enfants. Il se rendit chez elle un matin de semaine, une écharpe de laine nouée autour du cou, le pas lent mais décidé. Geneviève l'accueillit sans sourire, sans hostilité non plus. Elle semblait surprise de le revoir aussitôt. Julien s'installa sur le même fauteuil que lors de leur première conversation face à elle. Il commença par parler lentement, sans emphase, en prenant soin de ne rien présenter comme un cadeau. Il exposa son idée. Un projet éducatif pilote qui combinerait l'accompagnement des enfants par des aînés expérimentés, retraités, mais encore désireux d'apporter leur savoir. Il expliqua que l'inspiration lui était venue après l'avoir rencontrée, elle, et qu'il ne voyait personne de plus légitime pour participer à ce projet. Il parla de son père, de l'héritage invisible qu'il avait laissé derrière lui, de cette volonté de recréer du lien entre ceux qui cherchent et ceux qui peuvent encore transmettre. Geneviève l'écouta sans l'interrompre, les mains jointes sur ses genoux. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse quelques secondes, puis releva les yeux vers lui. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle simplement. Julien, surpris par la question, hésita un instant. Il comprit qu'elle ne cherchait pas à entendre un compliment, encore moins un éloge. Elle voulait une réponse vraie. Alors il répondit avec simplicité « Parce que vous m'avez montré ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. Parce que vous avez élevé ces enfants avec une force tranquille. Parce que vous incarnez ce que l'on oublie trop souvent de transmettre. » Geneviève baissa les yeux, pensive, puis elle secoua légèrement la tête. « C'est flatteur, Julien. Mais ce genre de projet attire les regards. Et moi, je ne veux pas que mes petits-enfants deviennent un symbole. Ce sont des enfants, pas des outils de communication. Je les protège, pas pour les cacher, mais pour leur laisser le droit d'être simplement des enfants, pas des exemples. » Julien comprit immédiatement la portée de cette réponse. Il sentit en elle un mur, non de froideur, mais de lucidité. Geneviève avait vu le monde changer. Elle savait ce que la médiatisation pouvait faire, même sous couvert de nobles causes. Elle savait aussi que derrière chaque promesse, chaque initiative sociale, se cachait souvent un intérêt secondaire, visibilité, réputation, reconnaissance. Elle ne voulait pas que sa famille devienne le visage d'un projet, fût-il sincère. Il tenta alors une autre approche. Il expliqua que rien ne serait rendu public sans son consentement, que les enfants n'auraient aucun rôle à jouer s'ils ne le souhaitaient pas, qu'elle-même pourrait intervenir à sa façon, selon ses propres termes. Il ne voulait rien imposer. Il voulait co-construire. Il ne s'agissait pas de parler à la presse, mais de bâtir un premier modèle discret, presque confidentiel, qui pourrait ensuite inspirer d'autres structures, sans jamais mettre en avant une histoire en particulier. Geneviève le regarda longuement, cherchant peut-être à déceler une faille dans son discours. Puis elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et observa le petit jardin. Julien ne la pressa pas. Il la laissa réfléchir. Lorsqu'elle se tourna à nouveau vers lui, son regard avait changé, mais il n'était pas encore convaincu. « Et si je dis non ?» demanda-t-elle. Julien se redressa un peu dans son fauteuil. « Alors je respecterai votre décision et je continuerai ailleurs, différemment. »
Mais je pense que cela aurait moins de sens sans vous. Geneviève esquissa un sourire très discret. Vous parlez comme un homme qui n'a pas l'habitude d'entendre non. Il ne répondit pas. Elle le savait et il n'avait pas besoin de le confirmer. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement. Mais pas pour moi, pour Élise et Théo. Je veux qu'ils puissent grandir en paix, sans dette morale, sans image à porter. Julien acquiesça. Il se leva, la remercia pour son temps et sortit sans insister. Il savait qu'il avait franchi une étape, pas une victoire mais une ouverture, un espace de dialogue. Cependant, les obstacles ne se limitaient pas à la sphère familiale. Lorsqu'il présenta l'esquisse du projet à quelques collaborateurs de confiance, les réactions furent tièdes. On lui parla de risques juridiques, de contraintes logistiques, de résultats non quantifiables. On lui suggéra d'utiliser une fondation existante, de déléguer à des structures spécialisées. On lui rappela à mots couverts que ce genre d'initiative, aussi louable soit-elle, ne renforçait pas nécessairement l'image d'un groupe technologique tourné vers l'avenir. Julien ne s'énerva pas. Il écouta, comme toujours, mais il refusa de céder. Ce projet ne serait pas un simple dossier à confier à une direction philanthropique. Il serait personnel. Il en assumerait le pilotage. Il en ferait un espace d'expérimentation humaine, pas une vitrine. Il retourna voir Geneviève une semaine plus tard. Cette fois, il n'apporta rien, pas de dossier, pas de plan, seulement sa présence. Ils parlèrent longuement, non pas du projet, mais de littérature, de Romain Gary, de Marguerite Yourcenar, des récits que Geneviève aimait lire à Élise. Peu à peu, une forme de confiance se noua. Pas une complicité immédiate, mais un respect réciproque. Ce soir-là, alors qu'il quittait la maison, Élise ouvrit la porte pour le raccompagner. Elle le regarda avec cette gravité qui la caractérisait. « Mamie dit que vous êtes différent des autres hommes riches. C'est vrai ?» Julien sourit doucement. « Je ne sais pas. Peut-être que je suis juste en train d'apprendre à être quelqu'un de bien. » Elle acquiesça puis referma la porte. Ce simple échange resta dans son esprit bien plus longtemps que n'importe quelle réunion de stratégie. Il savait maintenant que l'obstacle principal n'était pas la logistique, ni l'argent, ni l'opinion publique. C'était le temps qu'il fallait pour mériter la confiance. Les semaines suivantes, Julien se consacra entièrement à la mise en œuvre du projet qu'il avait désormais baptisé la traversée des savoirs. Le nom lui était venu en repensant à un vers de Victor Hugo que son père aimait réciter. « Chaque homme, dans sa nuit, s'en va vers sa lumière ». Pour Julien, il ne s'agissait plus simplement d'un programme d'accompagnement scolaire. C'était une passerelle humaine entre ceux qui avaient déjà traversé le tumulte de la vie et ceux qui, encore jeunes, cherchaient leur propre chemin dans le brouillard de l'incertitude. Et cette traversée, il voulait qu'elle commence là où tout avait démarré, à Montreuil, dans la petite école d'Élise et Théo. Qu'il rencontra la directrice de l'école, une femme à la voix douce et aux traits marqués par les années d'engagement. Madame Léger connaissait bien la famille Duret, qu'elle décrivait avec tendresse et respect. Lorsqu'il lui présenta son projet, elle ne réagit pas immédiatement, semblant évaluer la portée réelle d'une telle proposition. Mais dès qu'elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un programme charitable, mais bien d'un partenariat humain et pédagogique, elle se redressa et lui dit simplement « Si vous êtes sincère, alors nous sommes preneurs. » Julien n'avait pas envie de construire une structure lourde et impersonnelle. Il souhaitait un dispositif agile, adaptable, profondément ancré dans les réalités locales. Avec l'aide de 2 pédagogues indépendants, il conçut un programme pilote en 3 volets. Mentorat intergénérationnel, soutien scolaire individualisé et ateliers de transmission de savoirs non académiques, artisanat, récits de vie, culture générale. Chaque enfant volontaire serait jumelé avec un adulte retraité, choisi non seulement pour ses compétences, mais surtout pour son humanité. Ensemble, ils apprendraient à se connaître, à échanger, à construire. Julien finança personnellement la première phase. Il refusa les aides publiques, les subventions ou les partenariats institutionnels afin de garder la liberté d'expérimenter. Il loua un petit local à proximité de l'école, fit rénover l'intérieur, ajouta des fauteuils confortables, des bibliothèques, des tables de travail modulables. L'ambiance y rappelait celle d'un salon littéraire plutôt que celle d'un centre d'activité. Il tenait à créer un lieu chaleureux, à rebours de la froideur fonctionnelle des établissements modernes. Puis il revint voir Geneviève. Il lui expliqua le projet, cette fois dans sa forme concrète. Il ne lui demanda pas de s'impliquer immédiatement. Il lui proposa simplement de venir voir, d'observer, de sentir l'atmosphère.
Elle accepta, à condition que sa participation reste volontaire et discrète. Elle vint une première fois, s'assit dans un coin du local, écouta un ancien comptable expliquer à un garçon de 9 ans comment lire un ticket de caisse. Elle revint, une semaine plus tard, pour écouter une femme autrefois couturière enseigner à une petite fille comment repriser un vêtement. Et peu à peu, sans l'annoncer, elle s'intégra. Un jeudi matin, Julien la trouva assise à une table, un livre de contes ouvert devant elle, entourée de 3 enfants captivés. Sa voix, légèrement fatiguée, conservait cette autorité douce qui forçait le respect sans jamais l'imposer. À la fin de la séance, l'un des enfants demanda s'il pouvait revenir la semaine suivante. Geneviève haussa les épaules, puis dit en souriant « Si vous êtes à l'heure ». Ce jour-là, Julien comprit que le projet venait de franchir un cap. Il ne s'agissait plus d'une idée portée par un homme riche et solitaire. Il s'agissait désormais d'un engagement partagé, d'un espace où chacun trouvait sa place. Élise et Théo, eux, observaient tout cela avec une curiosité discrète. Ils n'étaient pas au centre du programme, mais ils en ressentaient les effets. Julien passait de plus en plus de temps avec eux, pas comme un bienfaiteur, mais comme une présence constante, presque familiale. Il les aidait à faire leurs devoirs, les accompagnait parfois à la bibliothèque, assistait à leurs spectacles d'école. Sans bruit, sans rôle défini. Le succès du pilote attira bientôt l'attention d'autres écoles du quartier. Julien reçut plusieurs lettres de directeurs et directrices désireux de mettre en place une initiative similaire. Il décida d'attendre. Il voulait que la première phase soit consolidée avant d'envisager une expansion. Il refusait que le projet se transforme en concept à reproduire à la chaîne. Chaque lieu devait conserver sa singularité, chaque histoire sa profondeur. Dans les réunions qu'il tenait avec son équipe réduite, il insistait sur un point essentiel. La transmission n'est pas un acte académique, mais une relation humaine. Ce que les enfants apprenaient auprès des aînés n'était pas mesurable par des notes ou des graphiques. Ils recevaient quelque chose de plus subtil, mais de plus durable. Une forme d'attention, de confiance, de reconnaissance. Et de leur côté, les mentors retrouvaient une utilité, un rôle social, une dignité parfois oubliée. Geneviève, elle, devint peu à peu une figure centrale, non officielle mais respectée de tous. Elle participait aux ateliers avec régularité, proposait des idées, racontait des anecdotes tirées de ses années d'enseignement. Julien lui proposa de devenir la référente du programme à Montreuil. Elle refusa poliment, mais accepta de l'aider à sélectionner les futurs mentors. Elle avait l'œil, disait-elle, pour reconnaître ceux qui parlent avec le cœur et non pour se donner un rôle. Le programme La Traversée des Savoirs n'était encore qu'un frémissement, mais Julien savait qu'il touchait juste. Ce qu'il avait cherché pendant des années dans les chiffres, dans les acquisitions, dans la reconnaissance économique, il le trouvait désormais dans les sourires des enfants, dans la posture droite de Geneviève, dans les silences partagés autour d'un livre lu à voix haute. Il n'avait plus besoin de discours, ni de stratégie. Un soir, alors qu'il rangeait quelques documents dans le local, il tomba sur un dessin laissé par Théo. On y voyait 3 personnages, un grand homme en costume, une vieille dame aux cheveux blancs et 2 enfants. Tous les 4 tenaient un livre. En dessous, une phrase maladroitement écrite. « Merci pour les histoires ». Julien resta longtemps à regarder ce dessin. Il le plia soigneusement, le glissa dans sa veste et sortit dans la nuit calme. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait ni seul ni puissant. Il se sentait utile. Pendant plusieurs semaines, le programme La Traversée des Savoirs fonctionna avec une harmonie presque inattendue. Les enfants venaient avec enthousiasme, les retraités trouvaient un espace d'écoute et de reconnaissance. Et les enseignants de l'école de Montreuil notaient des changements subtils mais tangibles chez leurs élèves. Julien, discret, observait ce microcosme prendre forme. Il n'intervenait que lorsque nécessaire, refusant de devenir le visage du projet. Il préférait laisser les liens se tisser naturellement, sans pression, sans spectacle. Geneviève, fidèle à elle-même, participait avec mesure. Elle animait un atelier de lecture une fois par semaine, apportait parfois un poème, un texte classique, une histoire populaire qu'elle aimait faire redécouvrir. Elle refusait toujours d'être filmée ou photographiée, et Julien respectait scrupuleusement ce vœu. Mais quelque chose commença à changer. Peu à peu, elle devint plus silencieuse, plus distante. Elle arriva un matin avec des cernes marquées, une main légèrement tremblante, et un souffle plus court. Julien le remarqua, bien sûr,
Mais il ne dit rien. Il savait que Geneviève ne voulait ni compassion ni inquiétude exprimée à voix haute. Quelques jours plus tard, elle l'appela en début de soirée. Sa voix était calme, posée, mais teintée d'une fatigue nouvelle. « Julien, dit-elle, je crois qu'il est temps que je me retire un peu. J'ai besoin de me reposer. Le médecin dit que je dois ralentir. » Julien resta silencieux une seconde, puis répondit « Est-ce que vous allez bien ? Je vais comme vont les femmes de mon âge qui ont traversé des hivers sans manteau. Ce n'est pas grave, c'est juste la vie. » Il ne tenta pas de la convaincre. Il comprit que c'était une décision réfléchie, assumée. Mais il sentit une inquiétude sourde naître en lui, un poids qu'il n'arrivait pas à formuler. Geneviève était bien plus que l'initiatrice involontaire du programme. Elle en était la boussole morale. Son retrait, même temporaire, changeait l'équilibre subtil de cette aventure. Le lendemain, elle annonça son départ aux autres mentors avec la même sobriété. Certains furent surpris, d'autres tristes, mais tous respectèrent sa volonté. Les enfants, eux, réagirent avec une spontanéité bouleversante. Théo pleura en silence pendant qu'Élise, droite comme à son habitude, resta muette un long moment avant de murmurer « Elle reviendra, elle a toujours tenu parole ». Julien proposa alors à Élise et Théo de venir, s'ils le souhaitaient, passer un peu de temps chez lui le week-end pour qu'ils aient un espace tranquille où lire, travailler ou simplement se distraire. Il le fit avec précaution, sans intrusion. Geneviève accepta, à condition qu'il les raccompagne toujours lui-même et qu'il ne soit jamais filmé ni cité dans aucun document. Julien promit. Il ne trahirait jamais sa confiance. Pendant ce temps, le projet continuait, mais Julien sentait une forme de vide. Le moteur était toujours là, mais l'étincelle semblait vaciller. Il en profita pour réévaluer le fonctionnement du programme, pour écouter les retours des mentors et des enfants. Il organisa des rencontres individuelles, invita chacun à raconter son expérience, à formuler des propositions. Ce fut un moment précieux, presque thérapeutique. Certains mentors révélèrent des blessures anciennes que l'expérience avait doucement cicatrisées. D'autres exprimèrent leur peur que le projet devienne trop structuré, trop normé, qu'il perde cette chaleur initiale. Julien écouta tout, nota tout. Il décida alors de ralentir le processus d'expansion. Il avait reçu plusieurs propositions d'autres communes, d'organismes intéressés, de fondations souhaitant s'associer. Il les mit en attente. Ce projet n'était pas une start-up à faire croître, c'était une structure vivante, fragile, dont le développement devait rester organique. Dans les semaines qui suivirent, il alla souvent rendre visite à Geneviève. Elle restait chez elle, lisait beaucoup, se reposait, refusait les visites prolongées mais tolérait la sienne avec une forme d'acceptation tendre. Ils parlaient peu du projet. Parfois, ils évoquaient des livres, parfois les enfants. Une fois, elle lui montra une photo d'elle, jeune, prise le jour de son premier poste d'institutrice. Elle portait une robe simple et dans ses yeux brillait une énergie inaltérable. C'était avant que je sache que l'enseignement, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs, mais souvent consoler des silences. Julien garda cette phrase en lui. Elle résonnait avec tout ce qu'il tentait de faire. Il comprenait désormais que son rôle n'était pas d'être le moteur, ni même le guide. Il était devenu le garant d'un espace où les gens pouvaient simplement se retrouver, loin du bruit, dans la lenteur précieuse des liens humains. Geneviève, bien qu'absente physiquement du local, restait présente dans chaque décision. Julien continua d'agir, en pensant à ce qu'elle aurait approuvé, à ce qu'elle aurait refusé. Les enfants, eux, continuaient de demander de ses nouvelles. Et parfois, Élise lisait à haute voix dans la salle principale un poème choisi par sa grand-mère. C'était leur manière à tous de maintenir le fil invisible qui les liait encore à elle. Un dimanche, Julien arriva chez Geneviève avec un sac contenant plusieurs livres, une tarte aux pommes encore tiède et un carnet de notes. Il s'assit à côté d'elle et pour la première fois, lui lut un texte. Elle l'écouta en silence, puis ferma les yeux. Lorsqu'il eut terminé, elle posa une main sur la sienne et dit « Vous n'avez plus besoin de moi, Julien. Ce que vous avez construit est plus solide que vous ne le pensez. » Il voulut répondre, dire que rien n'aurait été possible sans elle, mais elle fit un geste de la main. Ce n'est pas le moment de dire merci, c'est le moment de continuer. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Julien comprit que certains retraits sont en réalité des passages. Geneviève n'abandonnait rien. Elle ouvrait simplement la voie à d'autres, et lui, pour la première fois,
ne se sentait pas seul dans la continuité. Le mois suivant, le retrait de Geneviève fut marqué par un sentiment étrange de suspension. Julien, d'ordinaire si attaché à la dynamique, au mouvement, à la croissance, se surprenait à ralentir volontairement. Il passait davantage de temps à Montreuil, mais plus rarement dans le local du programme. Il préférait se rendre à la maison des Duret, où les enfants l'accueillaient avec une familiarité devenue naturelle. Théo lui sautait parfois dans les bras sans prévenir, et Élise, plus réservée, avait trouvé dans les silences partagés avec Julien une forme d'équilibre qu'elle n'éprouvait avec personne d'autre. Ils n'avaient pas besoin de parler beaucoup. Une lecture, une question d'histoire, une explication de mathématiques suffisaient à faire vivre leur lien. Geneviève, de son côté, acceptait ses visites régulières avec une sérénité nouvelle. Elle avait cessé de refuser l'aide lorsque Julien proposait de faire les courses ou de lui apporter des médicaments. Non pas parce qu'elle se sentait diminuée, mais parce qu'une confiance plus profonde s'était établie. Elle savait que ce qu'il faisait n'était pas motivé par l'obligation ou par une dette morale. Il venait comme un homme qui ne cherche rien à prouver, mais simplement à être présent. Cette présence-là, silencieuse et entière, avait quelque chose de rare. Et Julien, de plus en plus, se demandait d'où venait en lui ce besoin de rester proche de cette maison, de ses enfants, de cette femme. Un après-midi de novembre, alors que la lumière tombait tôt et que les feuilles mortes tapissaient la ruelle, Geneviève lui proposa de rester après que les enfants soient partis chez une voisine. Elle avait quelque chose à lui dire, une histoire qu'elle n'avait encore jamais partagée. Julien accepta, intrigué, et s'assit sur le vieux canapé du salon. Geneviève, de l'autre côté, prit le temps de s'installer, d'ajuster son gilet, puis commença à parler d'une voix douce mais ferme. Elle raconta qu'autrefois, dans les années 70, elle avait enseigné dans un village reculé de la Creuse. Là-bas, les enfants étaient souvent pauvres, parfois sans livres, sans cahiers, sans repas chaud à midi. Elle, jeune institutrice fraîchement diplômée, avait décidé d'instaurer un rituel. Chaque soir, elle lisait à voix haute un chapitre d'un roman. Elle choisissait des histoires d'aventure, de courage, de voyages lointains. Elle voulait que ses enfants, enfermés dans une réalité rude, puissent rêver à d'autres mondes. Et un jour, alors qu'elle venait de lire la fin d'un chapitre particulièrement émouvant, un petit garçon s'était levé, les larmes aux yeux, et lui avait simplement dit « Je ne savais pas qu'on pouvait voyager en restant assis ». Elle avait compris ce soir-là, plus profondément que jamais, le vrai pouvoir des mots. Julien resta silencieux. Il voyait dans cette anecdote une vérité qu'il avait pressentie sans jamais l'avoir vraiment comprise. Lui aussi, enfant, avait connu un moment semblable, mais il n'en avait parlé à personne depuis des années. Alors, doucement, il se leva, alla chercher un vieux livre dans son sac et s'assit à côté de Geneviève. Il ouvrit le roman à une page marquée et commença à lire. C'était un extrait de L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono. Le récit d'un homme simple, persévérant, qui transforme un désert en forêt, seul, sans attendre rien de personne. Geneviève l'écouta, les yeux fermés, un sourire léger sur les lèvres. Quand il termina, elle posa sa main sur la sienne. « Vous aussi, Julien, vous plantez des arbres. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais les racines sont là. » Ce moment fut pour lui une révélation. Il n'était plus question d'aider, de sauver, de réparer. Il s'agissait de comprendre qu'il faisait partie d'un cycle, d'une continuité, qu'il avait été un enfant autrefois sauvé par un adulte bienveillant, et qu'il devenait à son tour un porteur de lumière pour d'autres. Il se souvint alors d'un épisode longtemps enfoui. Il avait 10 ans, son père était gravement malade, et un de ses professeurs avait remarqué qu'il restait silencieux, le regard absent. Plutôt que de lui poser des questions, cet enseignant lui avait glissé un petit carnet vierge et dit « Écris ce que tu ne peux pas dire, et garde-le pour toi ». Julien avait commencé ce soir-là à écrire, des phrases maladroites, des idées floues, mais c'était devenu un refuge, une respiration. Il n'avait plus cessé depuis. Il raconta cela à Geneviève pour la première fois. Elle l'écouta sans l'interrompre, puis murmura « Ce professeur-là vous a tendu un fil. Vous avez mis longtemps à le retrouver, mais aujourd'hui vous l'avez repris, et vous le tissez à votre manière. » Julien comprit alors que tout ce qu'il avait bâti dans sa vie professionnelle, toutes ses réussites, tous ses succès économiques, avaient été une façon inconsciente de maîtriser un monde qu'il avait autrefois ressenti comme incertain. Le contrôle, la stratégie, la puissance n'étaient que des digues.
Mais ici, dans cette maison modeste de Montreuil, il découvrait qu'on pouvait aussi avancer dans la fragilité, dans la confiance, dans l'abandon de la toute-puissance. Il resta encore un long moment ce soir-là, discutant de littérature, de souvenirs, d'enfance. En repartant, il se sentit plus léger, mais aussi plus ancré. Il savait désormais que le projet « La traversée des savoirs » n'était pas seulement une initiative sociale. C'était une réponse intime, un chemin de réconciliation avec une partie oubliée de lui-même. Et au cœur de cette réconciliation, il y avait une vieille institutrice, 2 enfants courageux et un ours en peluche posé sur une étagère, symbole silencieux d'un tournant de vie. Alors que l'hiver s'installait doucement sur Montreuil, recouvrant les toits d'un voile pâle et glissant, le projet porté par Julien entrait dans une nouvelle phase. Après plusieurs mois de tâtonnement, de résistance douce, de silence respecté et de liens lentement tissés, la traversée des savoirs se transformait. Il ne s'agissait plus d'une expérience isolée, presque secrète, mais d'un mouvement discret, enraciné, prêt à faire germer d'autres fleurs ailleurs. Pourtant, Julien, fidèle à ce qu'il avait appris aux côtés de Geneviève, refusa de précipiter les choses. Il ne voulait ni slogan ni campagne de communication, encore moins de conférences de presse. Ce qu'il bâtissait devait continuer de se nourrir de la lenteur, de la confiance, du visage humain. Geneviève, bien que toujours convalescente, suivait l'évolution avec une attention distante mais bienveillante. Parfois, Julien venait lui lire les retours des autres mentors, les témoignages des enfants, les lettres anonymes de parents remerciant pour ce petit miracle du quotidien. Elle écoutait en silence, acquiesçant d'un hochement de tête, parfois commentant d'un mot sec, parfois souriant à demi. Elle n'avait plus la force de participer activement, mais elle restait la mémoire vive du projet. Chaque décision importante passait par elle, non par obligation mais par loyauté. La directrice de l'école, Madame Léger, constatait elle aussi une évolution. Les enfants, autrefois repliés sur eux-mêmes, se montraient plus ouverts, plus concentrés. Certains, en difficulté scolaire, avaient développé une curiosité nouvelle. D'autres avaient repris confiance en leurs capacités grâce aux paroles d'un mentor attentif ou à l'écoute d'un récit transmis avec patience. Il ne s'agissait pas d'une révolution, mais d'une transformation progressive, d'un climat modifié presque imperceptible, mais durable. Élise, de son côté, s'épanouissait. Loin de toute mise en avant, elle trouvait dans cette atmosphère un espace de croissance personnelle. Julien remarquait chez elle une maturité toujours plus grande, mais aussi une douceur qu'il n'avait pas vue au début. Elle continuait à aider Théo avec une responsabilité presque maternelle, mais elle s'autorisait désormais des rires, des moments de légèreté. Théo, quant à lui, s'attachait profondément à Julien. Il l'appelait parfois « tonton Julien », sans que personne ne le lui ait demandé. Julien, touché, ne le corrigeait jamais. Un jour, au retour d'un atelier de lecture animé par un mentor passionné de théâtre, Élise s'approcha de Julien, un cahier à la main. Elle lui dit qu'elle avait écrit quelque chose et qu'elle voulait lui faire lire. Le texte était une page simple, sans titre, où elle racontait le jour où elle avait vu un homme en manteau gris acheter un vieux nounours sur une place de Montreuil. Elle décrivait avec des mots d'enfant mais une intensité remarquable, ce moment précis où elle avait compris que cet homme n'était pas comme les autres. Julien lut le texte avec une émotion contenue. Il sentit dans les mots d'Élise une vérité nue, sans artifice, mais bouleversante. Ce texte, il le garda, avec le dessin de Théo, dans un tiroir à part de son bureau. Quelques jours plus tard, il reçut un appel inattendu. Une journaliste locale, informée par un parent d'élève, souhaitait en savoir plus sur la traversée des savoirs. Julien refusa poliment l'entretien. Il ne voulait pas voir ce qu'il avait construit devenir un sujet de débat public ou un exemple manipulé. Il savait combien l'exposition pouvait briser l'authenticité. Mais la journaliste insista. Alors, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il demanda l'avis de Geneviève. Elle écouta sa demande, puis ferma les yeux quelques secondes avant de répondre. « Ce que tu as bâti est beau parce qu'il n'a pas cherché à l'être. S'il faut en parler, alors parle-en comme on parle d'un murmure, pas comme d'un cri. Dis-le doucement, et ne donne jamais de nom à ceux qui ne l'ont pas demandé. » Julien suivit ce conseil. Il accepta de rencontrer la journaliste, mais lui imposa des conditions strictes. Pas de photographie, pas d'identification précise des enfants ou des mentors, pas d'enregistrement.
Il parla du projet comme d'une rencontre de personnes autour de livres et de souvenirs. Il expliqua que le but n'était pas de combler un manque, mais de redonner du sens aux savoirs enfouis, de recréer de la confiance dans les relations humaines. L'article parut quelques jours plus tard dans un ton simple et respectueux et reçut un accueil chaleureux. Mais Julien veilla à ce que cela n'entraîne aucune médiatisation plus large. Le vrai tournant, cependant, eut lieu dans un cadre plus intime. Un samedi matin, alors qu'il se préparait à se rendre chez les Duret, Julien reçut un appel de Madame Léger. Une école voisine, située dans un quartier encore plus défavorisé, souhaitait mettre en place le programme. Julien hésita. Il savait que chaque nouveau lieu impliquait une adaptation complexe. Mais cette fois, Geneviève l'encouragea. Elle lui dit que le moment était venu, que ce qu'ils avaient semé à Montreuil pouvait, sans bruit, essaimer ailleurs. Julien accepta, mais imposa la même méthode. Lenteur, respect, écoute. Il sélectionna lui-même les premiers mentors, visita l'école, parla avec les enseignants, rencontra les enfants. Il voulut s'assurer que l'esprit du projet ne soit pas altéré. L'école de Montreuil continua, sous la supervision d'un petit comité que Geneviève avait aidé à constituer. Et dans cette nouvelle école, un même miracle discret commença à se reproduire. En rentrant chez lui ce soir-là, Julien croisa son propre reflet dans une vitrine. Il vit un homme plus calme, les traits adoucis, le regard moins dur. Il se demanda ce que son père aurait pensé de tout cela. Il sourit. Peut-être aurait-il simplement dit « Tu as trouvé ta vraie entreprise ». Ce soir-là, Julien ne retourna pas dans son appartement du 8e arrondissement. Il resta à Montreuil, chez les Duret, partagea un repas simple, écouta Théo réciter une poésie, aida Élise à réviser une dictée. Il se sentit, pour la première fois depuis longtemps, pleinement là. Pas comme un invité, pas comme un mécène, mais comme un homme parmi d'autres, dans une maison qui battait au rythme d'une vie retrouvée. Le printemps approchait, et avec lui les premiers signes d'un renouveau s'installaient doucement dans les rues de Montreuil. Les arbres dénudés commençaient à bourgeonner, les enfants retrouvaient les jeux en plein air, et les journées, bien que toujours fraîches, rallongeaient peu à peu. Dans ce climat de transition, la traversée des savoirs poursuivait sa propre métamorphose. Le projet, né d'un geste silencieux, avait dépassé les limites de l'école de Montreuil pour atteindre d'autres quartiers de la région parisienne. Mais à la différence des projets pilotés par des institutions avides d'efficacité ou d'impact mesurable, celui-ci s'élargissait sans jamais perdre son essence, créer un lien humain, modeste et sincère, entre des générations qui, bien souvent, ne se croisaient plus. Julien refusait toujours que son nom apparaisse dans les publications officielles. À chaque fois qu'un article, une chronique ou même une simple mention circulait sur les réseaux sociaux, il demandait qu'on parle du programme, mais jamais de son initiateur. Ce refus de la visibilité, loin d'être un geste d'humilité factice, venait d'un changement réel en lui. Il ne ressentait plus le besoin de reconnaissance, de validation externe. Ce qu'il vivait chaque semaine auprès des enfants, des mentors, de Geneviève, d'Élise et de Théo, lui suffisait largement. Il n'avait plus besoin de briller. Il voulait appartenir. La transformation était perceptible jusque dans ses habitudes. Son agenda, autrefois saturé de réunions internationales, se vidait peu à peu de tout ce qui ne lui semblait plus essentiel. Il avait confié la direction opérationnelle de Moreau Technologies à son bras droit, gardant seulement un rôle de conseil stratégique. Il n'en parlait pas publiquement, mais ceux qui le connaissaient de longue date comprenaient qu'un cycle s'était clos. Julien Moreau, le PDG redouté, devenait un homme dont les priorités avaient changé. Ce changement, toutefois, ne ressemblait pas à une fuite ou à une crise. C'était une mue lente, profonde, presque sereine. Le programme s'enrichissait également. De nouveaux mentors étaient formés. Certains anciens élèves devenaient eux-mêmes accompagnateurs pour les plus jeunes. Des ateliers naissaient spontanément. Une grand-mère nigérienne enseignait la broderie traditionnelle. Un ancien horloger proposait de démonter une montre mécanique. Une retraitée italienne racontait la vie dans les quartiers ouvriers de Turin dans les années 60. Tout cela se faisait sans consigne formelle, sans tableau de bord. C'était une école invisible, sans uniforme ni certificat, mais où l'apprentissage passait par le regard, la patience et la parole partagée. Geneviève, bien qu'ayant réduit ses déplacements, continuait de recevoir Julien chez elle 1 à 2 fois par semaine. Elle suivait le projet avec la même exigence bienveillante, posant toujours la même question. Ont-ils encore le temps de s'écouter les uns les autres? Pour elle,
Le vrai danger n'était pas l'échec, mais la précipitation. Julien prenait cette phrase comme un repère. Chaque fois qu'une décision devait être prise, il se demandait si elle allait dans le sens de l'écoute ou de la performance. Cette boussole morale, installée en lui par la voix calme de Geneviève, l'empêchait de céder aux sirènes du spectaculaire. Quant à Élise et Théo, ils évoluaient au rythme de cette transformation collective. Élise, désormais en classe de 6e, avait obtenu une bourse complète dans un établissement privé réputé grâce à ses résultats exceptionnels et à une lettre de recommandation écrite à la main par son ancienne directrice. Julien avait accompagné le processus sans jamais intervenir directement. Il avait refusé d'user de son nom ou de ses réseaux. Il voulait que la réussite d'Élise soit le fruit de son mérite et non d'un piston. Et elle l'avait prouvé. Théo, encore en primaire, montrait déjà une créativité étonnante. Il dessinait, écrivait, posait 1000 questions, souvent hors sujet, mais toujours brillantes. Son imagination débordante le rendait attachant et imprévisible. Julien passait de plus en plus de temps avec lui, heureux de répondre aux questions farfelues sur les étoiles, les volcans ou les origines du mot « souvenir ». Ce lien croissant entre Julien et les enfants fut remarqué par les voisins, les enseignants, les autres parents. Mais jamais personne ne posa de questions intrusives. Tous comprenaient, d'une façon ou d'une autre, que quelque chose d'essentiel se jouait là. Julien n'était pas un substitut parental, pas un tuteur officiel. Il était un pilier, un repère, une constance. Et cela suffisait. Dans un monde où tout semblait instable, sa présence tranquille apportait une forme de sécurité affective. La transformation de Julien ne s'arrêtait pas là. Il commença à écrire de nouveau dans des carnets, le soir après ses visites. Pas pour publier, pas pour convaincre, juste pour poser des mots sur ce qu'il vivait. Ces carnets, rangés dans une boîte en bois, témoignaient de cette seconde vie qu'il n'avait jamais planifiée. Il y notait les phrases d'enfants, les silences de Geneviève, les gestes des mentors, les sourires volés à l'improviste. Il y notait aussi ses propres doutes, ses regrets, ses souvenirs d'enfance, ses espoirs fragiles. Et un jour, alors qu'il feuilletait un de ses carnets, il tomba sur une phrase qu'il avait écrite sans y penser, mais qui le frappa soudain. « Je suis passé d'un homme admiré à un homme attendu. » Il comprit alors que toute sa vie, il avait couru après l'admiration, les applaudissements, les trophées, Mais ce qui lui donnait aujourd'hui le plus de joie, c'était de savoir qu'un enfant comptait sur lui pour venir lire un livre, qu'une vieille dame attendait son coup de téléphone, qu'un mentor hésitant voulait avoir son avis. Ce changement d'échelle, du spectaculaire au minuscule, n'était pas un appauvrissement. C'était une épiphanie. Il avait découvert la richesse du lien simple, du geste discret, du regard franc. Et dans cette transformation collective initiée par 2 enfants vendant des jouets pour leur grand-mère, Julien avait trouvé sa propre métamorphose. Non comme un homme nouveau, mais comme un homme enfin réconcilié avec son passé. Le vent s'était adouci, les jours rallongés, et la maison des Duret à Montreuil accueillait désormais une chaleur qui ne venait pas seulement du soleil printanier. Julien s'y rendait presque chaque jour, parfois brièvement, parfois pour toute une soirée. Ce qui avait commencé comme une rencontre imprévue sur une place de quartier s'était transformé au fil des mois en un lien profond, naturel, presque familial. Il n'y avait jamais eu de promesses solennelles, de grandes décisions. Seulement une succession de gestes simples, de silences partagés, de repas pris ensemble. Et dans cette lente construction, un nouveau foyer s'était formé, sans que personne ne l'ait planifié. Julien n'avait jamais pensé à devenir père. À 49 ans, il avait construit un empire, mais ignoré la douceur d'une voix d'enfant lui demandant de l'aide pour une dictée ou lui montrant un dessin maladroit. Avec Élise et Théo, il n'était pas un père de substitution, encore moins une figure d'autorité. Il était devenu une présence, un appui, une silhouette familière qui faisait partie du décor, comme un livre qu'on aime retrouver sur l'étagère, même sans le relire. Il n'avait jamais dormi chez les Duret, mais chaque soir, avant de partir, Théo lui disait « à demain » avec une assurance tranquille, comme si son retour faisait déjà partie de l'ordre naturel des choses. Geneviève, de son côté, observait tout cela avec une distance tendre. Elle ne posait pas de questions, ne formulait aucune attente. Mais son regard sur Julien avait changé. Elle ne voyait plus l'homme d'affaires qui s'était un jour présenté avec des intentions floues. Elle voyait un homme qui avait trouvé, dans la simplicité de leur quotidien, une vérité qu'aucune conférence ni aucun contrat ne lui avait jamais offerte.
Lorsqu'elle tomba malade à nouveau, ce fut Julien qui l'accompagna à l'hôpital, qui prit rendez-vous avec les spécialistes, qui attendit des heures dans les couloirs impersonnels des urgences. Il ne le fit pas pour être remercié, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer être ailleurs. La maladie, cette fois-ci, se montra plus agressive. Les médecins parlaient avec prudence, utilisèrent des termes techniques que Julien comprenait, mais qu'il aurait préféré ignorer. Geneviève, lucide, ne demanda pas de détails. Elle ne voulait ni chiffres, ni pourcentage de rémission. Elle voulait juste du temps, encore un peu de temps avec les enfants, avec ses livres, avec le silence de sa maison. Julien respecta ce désir. Il organisa les soins à domicile, aménagea l'une des pièces pour que tout soit plus accessible. Il resta discret, toujours en retrait, mais vigilant à chaque détail. Les enfants, eux, comprirent vite que la situation changeait. Élise, plus que Théo, perçut dans les gestes de sa grand-mère une fatigue nouvelle, une lenteur inhabituelle. Un soir, elle demanda à Julien s'il pensait que Geneviève allait mourir. Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda longuement, puis dit « Je pense qu'elle va rester avec vous aussi longtemps qu'elle pourra, et qu'elle vous aimera même après, d'une autre façon. » Élise hocha la tête sans parler. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de poser sa main sur celle de Julien, comme pour dire qu'elle avait compris. Dans les semaines qui suivirent, la maison des Duret se transforma. Ce n'était plus seulement un lieu de vie, mais un centre discret d'attention et de soins. Les voisins proposèrent leur aide. Les amis de l'école vinrent apporter des plats, des livres, des mots gentils. Julien fit venir une infirmière spécialisée, un ergothérapeute, et même un vieux piano droit qu'il fit accorder pour que Geneviève puisse écouter Théo jouer des notes simples. Loin des projecteurs, cette maison devint un îlot d'humanité, un espace où la fragilité n'était pas cachée mais accueillie avec tendresse, et Julien, sans jamais forcer sa place, en prit une. Il avait conservé son appartement dans le 8e arrondissement, mais n'y dormait presque plus. Il gardait ce lieu comme un souvenir d'une autre vie, un refuge s'il devait un jour repartir. Mais chaque matin, il ouvrait les volets de la maison des Duret, préparait le café, aidait Théo à mettre ses chaussures, vérifiait les devoirs d'Élise, s'assurait que Geneviève prenne ses médicaments. Il ne se posait pas de questions. Il vivait simplement au rythme de cette nouvelle famille improvisée. Le projet, la traversée des savoirs, lui, continuait d'évoluer. Les premières écoles partenaires avaient désormais leurs propres référents, leur propre dynamique. Julien suivait tout à distance, accordant sa confiance à ceux qu'il avait formés avec soin. Il ne ressentait plus le besoin de tout contrôler. Ce qu'il avait semé prenait racine ailleurs, et cela suffisait. Un soir, Geneviève demanda à Julien de s'asseoir près d'elle. Elle tenait une enveloppe entre les mains. Elle la lui tendit sans rien dire. Julien l'ouvrit et découvrit une lettre écrite à la main, signée de sa plume élégante. Elle y avait noté ses dernières volontés, non comme un testament juridique, mais comme une lettre de passage. Elle y disait sa gratitude, ses doutes, ses espoirs pour l'avenir des enfants. Elle n'y demandait rien. Elle constatait seulement que la vie avait offert, dans ces dernières années, une lumière inattendue. Julien, en lisant ces mots, sentit une boule dans sa gorge. Il releva les yeux vers Geneviève, qui lui dit « Vous avez fait de cette maison un endroit où il fait bon vieillir, et bon grandir aussi. » Ce soir-là, Théo s'endormit sur les genoux de Julien pendant qu'Élise lisait à voix haute un passage d'un roman de Jules Verne. La lumière était douce, le silence paisible. Julien comprit qu'il n'avait jamais rien possédé d'aussi précieux que ces instants-là, et que désormais, quoi qu'il arrive, cette maison serait aussi un peu la sienne. Pas parce qu'il y vivait, mais parce qu'il y appartenait. Quelques années avaient passé depuis ce samedi ordinaire où Julien Moreau, à la recherche d'un souvenir enfoui de son enfance, avait croisé Élise et Théo sur une petite place de Montreuil. Ce qui avait commencé par un regard échangé au-dessus d'une table bancale, recouverte de jouets usés, était devenu au fil des jours, des mois puis des années, une aventure humaine plus bouleversante que toutes les fusions d'entreprises, toutes les levées de fonds et toutes les réunions de conseils d'administration qu'il avait pu vivre jusque-là. Désormais, ce n'était plus l'empire technologique qu'il avait bâti qui donnait un sens à son nom, mais la trace laissée dans le cœur de 2 enfants et dans une centaine d'autres à travers le pays. Geneviève Duret s'était éteinte par une nuit d'automne, paisiblement dans sa maison, entourée de ses petits-enfants et de Julien. Aucun mot solennel, aucune déclaration.
Seulement une main serrée dans une autre, un dernier souffle discret, et ce silence chargé de reconnaissance que seuls ceux qui ont beaucoup donné sans jamais rien attendre en retour savent inspirer. Julien avait pris soin de toutes les démarches, mais surtout, il avait veillé à ce que tout soit fait comme elle l'aurait voulu, sans ostentation, sans discours, dans la dignité et la simplicité. Après les funérailles, Élise s'était enfermée plusieurs jours dans sa chambre, ne parlant à personne. Théo, plus jeune, ne comprenait pas encore toute la portée de cette absence, mais sentait que quelque chose d'irréversible avait eu lieu. Julien était resté là, sans forcer les mots, offrant sa présence comme un ancrage. Il savait que chacun devait faire le deuil à sa manière. Ce n'est qu'au bout d'une semaine qu'Élise sortit, un cahier à la main, et lui demanda s'il voulait lire ce qu'elle avait écrit. Il hocha la tête et s'assit. Le texte s'intitulait simplement « Le jour où le monde a changé ». Elle y racontait, avec ses mots à elle, ce samedi où un homme avait acheté un ours en peluche presque sans valeur. Elle expliquait que ce jour-là, elle avait compris qu'un geste apparemment banal pouvait tout changer, que l'ours n'était pas seulement un jouet, mais le témoin silencieux d'une chaîne de décisions, de choix, de rencontres qui avaient permis à elle et à son frère de garder leur maison, d'étudier, de rêver. Elle terminait le texte ainsi « Il ne nous a pas donné de l'argent, il nous a rendu notre dignité. Et ça, aucun chiffre ne peut le mesurer. » Julien referma le cahier sans dire un mot. Il avait lu des milliers de rapports, des dizaines de biographies, mais rien ne l'avait autant bouleversé. Il demanda à Élise s'il pouvait conserver le texte. Qu'elle acquiesça, et il le glissa dans la même boîte en bois où se trouvaient déjà les premiers dessins de Théo, les premières notes manuscrites de Geneviève et ses propres carnets. Avec le temps, la traversée des savoirs était devenue un réseau vivant, composé de petits noyaux éparpillés dans tout le pays. Chaque implantation restait fidèle à l'esprit du projet initial, créer un lien authentique entre générations, transmettre sans hiérarchie, valoriser les histoires de vie. Julien veillait à ce que le projet ne se dilue pas dans des objectifs trop bureaucratiques. Il avait mis en place une charte morale, inspirée des paroles de Geneviève, où l'écoute, la patience et la discrétion figuraient comme des principes fondateurs. Il refusait les récompenses, les médailles, les invitations aux colloques. Il envoyait parfois Élise, désormais lycéenne brillante et éloquente, prendre la parole en son nom. Elle savait quoi dire. Elle n'avait jamais oublié d'où tout était parti. Théo, lui, grandissait vite. Il dessinait toujours, écrivait des histoires de science-fiction et de magie, mais s'intéressait aussi aux autres enfants qui, comme lui, avaient perdu quelqu'un. Il disait qu'il voulait devenir psychologue pour écouter les silences. Julien l'emmenait parfois dans des expositions, dans des musées, dans des promenades en forêt. Il ne parlait pas toujours beaucoup, mais il se comprenait d'un regard. Théo l'appelait maintenant Julien, mais avec un ton d'intimité qu'aucun lien juridique ne pouvait surpasser. Julien avait désormais réduit son rôle au sein de son ancienne entreprise à celui de conseiller externe. Il consacrait la majeure partie de son temps à l'évolution du programme, mais aussi à l'écriture. Il ne comptait rien publier, mais il écrivait chaque jour, comme un exercice de mémoire. Il retraçait les instants de bascule, les petites révélations, les visages rencontrés. Il écrivait surtout pour ne pas oublier, pour que ce qu'ils avaient vécu ne devienne jamais une anecdote, mais un socle. Dans sa maison de Montreuil, il avait transformé une pièce en bibliothèque ouverte aux enfants du quartier. Les livres de Geneviève y étaient tous présents, classés selon un système qu'Élise avait conçu. Au mur, une photo d'elle jeune, le jour de sa première rentrée scolaire, trônait au-dessus du bureau. Ce lieu n'était pas un musée. C'était un prolongement vivant de son esprit. Un jour, alors qu'il lisait tranquillement dans le jardin, Théo vint s'asseoir près de lui et demanda « Tu crois qu'on a changé le monde ?» Julien réfléchit un instant, puis répondit « Je crois qu'on a changé notre monde. Et parfois, ça suffit à faire bouger le reste. » Ce fut une réponse simple, mais elle dit tout. Parce qu'au fond, Julien avait compris que l'essentiel ne se mesure pas en grandeur, en notoriété, en influence. L'essentiel, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Ce sont les gestes quotidiens, les engagements discrets, la fidélité à une promesse silencieuse. Ce sont les liens qu'on tisse avec ceux qu'on n'était pas censé rencontrer. Et dans ce tissage patient, Julien avait non seulement changé la vie d'Élise et Théo, mais il avait aussi changé la sienne. Il était passé d'un homme seul, immergé dans la mécanique froide du succès, à un homme habité, transformé par la tendresse,
par la transmission, par le deuil et par la lumière douce des choses partagées. Rien dans sa vie d'avant ne lui avait donné une telle certitude. Tout avait changé pour toujours. Pour